sous-compétences de cette compétence qui est centrale. Alors, donc, ça c'est le premier objectif que je me définis, de vous convaincre que dans le XXIe siècle, la capacité à développer, à designer des choses, c'est vraiment la compétence centrale. Alors maintenant, plus loin, de comprendre qu'est-ce que c'est que le design. Finalement, cette compétence, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, quand vous voulez développer quelque chose, vous êtes devant un problème, généralement, qui est flou. Vous ne savez pas. Vous avez plusieurs paramètres et vous êtes vous avez un peu le flou dans votre vision et vous essayez de voir plus clair. C'est ça un peu la méthode du design, c'est un peu d'aller dans ce flou-là, de regarder et d'amener quelque chose. Comment vous le faites? Comment vous raisonnez? En fait, vous raisonnez sur trois choses. La première chose, c'est de se dire, bon, je vais faire quelque chose pour qui? C'est quoi le besoin? Qu'est-ce que le client veut? Deuxièmement, qu'est-ce que je vais utiliser? C'est quoi la technologie? Quelle technologie je vais utiliser? Et la troisième, qui est la plus importante, comment je vais gagner de l'argent? Comment je vais gagner? Parce qu'on peut gagner de l'argent, on peut gagner autre chose. C'est comment gagner. Et donc c'est généralement ces trois choses sur lesquelles on s'appuie pour imaginer une solution. Alors ça a été, c'est la logique, et cette logique-là a été rationalisée d'un point de vue industriel, parce que dans l'industrie, on veut développer des produits, et donc c'est pour ça qu'on a développé des process pour aller développer des produits. Alors ces process-là, le premier process, c'est un process naturel, c'est qu'on amène une idée, on a une idée de quelque chose, une idée qui s'appuie sur les trois, une idée sur le marché, sur le client, peut-être que le client a besoin de cette chose ou cette chose. Deuxièmement, vous avez une idée en technologie et la majorité des étudiants en ingénierie pensent en solution premièrement, donc ils ont toujours des idées en solution. La troisième chose, c'est vous avez une idée comment gagner plus que les autres. Et donc, vous prenez votre idée et vous allez sur un process qu'on a hérité du Taylorisme, du Fordisme, qui a entraîné un peu toute l'industrie pendant des années, où on a des blocs, où on a des départements qui travaillent chacun sur une partie. Alors, ce qui fait que ce process-là, si votre idée initiale n'est pas bonne, le process ne va rien faire. Et vous finissez par l'échec. Et ce qui fait que c'est un process aujourd'hui qu'on sait que 90% des produits qui sont faits par ce process ne marchent pas. Vous ne le savez pas parce que les grandes compagnies essaient, ça ne marche pas. Vous, en tant que consommateur, vous ne vous rappelez même pas des produits qui ont échoué. Coca, la grande compagnie, elle a sorti plein de Coke, vous vous rappelez Coke Zéro, plein de Coke qui n'ont absolument pas marché. Mais c'est des grandes compagnies qui peuvent se permettre de sortir un produit et même si ça ne marche pas, ils peuvent assumer les coûts. Alors, par la suite, les Japonais ont amené un meilleur modèle. Alors ce process-là, ce qu'on appelle Simultaneous Engineering ou Concurrent Engineering, il est basé sur une autre logique. Les Japonais se sont dit, on ne va pas raisonner sur une idée, pourquoi ne prenons pas la voix du client? Si finalement le client fait un produit pour le client, allons voir ce client-là et essayons d'avoir cette voix. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont développé des méthodologies pour que cette voix-là ne se perde pas pendant le process. Parce que vous pouvez faire la meilleure démarche, avoir cette idée-là, avoir cette voix du client, mais quand vous allez dans le technique, c'est votre décision. Vous prenez, quand vous êtes sur un logiciel d'éléments finis, c'est pas le client, c'est vous qui décidez. Et donc l'idée, c'est d'amener le client à décider quand vous avez des concepts dans votre CAE, dans votre logiciel, c'est pas vous qui choisissez parmi les concepts, mais c'est le client qui choisit. Et ils ont développé des méthodologies qui ont permis aussi d'amener les changements généralement d'ingénierie qu'on a en bout de phase, quand on est dans la partie tangible, de les ramener dans la partie abstraite, ce qui ne coûte pas grand-chose. Et ça, c'est un process qui a très bien marché, mais qui n'a pas marché pour l'innovation à N. Et c'est un process qui explique le succès de l'industrie nippone. Principalement, par exemple, une compagnie comme Toyota. Si Toyota a réussi pendant les années 90, c'est justement, comme vous le savez, au système TPR, au Toyota Production System, mais ce qu'on ne sait pas, c'est le process, parce qu'avant de fabriquer quoi que ce soit, il faut déjà designer la chose. Et ça, c'est un process que Toyota a initié, a utilisé, et même les autres compagnies nippones l'utilisent aussi. Mais le problème aujourd'hui, avec ce process-là, c'est qu'on est dans une logique différente. Quand vous développez un produit, n'importe quel produit, et vous développez même une présentation, comme cette présentation, c'est que vous développez quelque chose. Et quand vous développez quelque chose, vous cherchez, en fait, trois besoins pour le faire. On a les besoins de base,
okay, que le client attend, il n'est pas généralement satisfait de ce besoin-là, mais si vous ne les avez pas, il va être très mécontent, et vous avez les besoins de performance qu'on va aller chercher, que les clients demandent. Mais dans un produit que vous produisez ou que vous développez, on a les besoins d'innovation, ce qu'on appelle aussi les raw needs. Et ces raw needs, on ne sait pas de quelle manière on peut les obtenir. On n'a pas de méthodologie pour les obtenir. Pour la première, basic needs, c'est plutôt de l'ingénierie. Ces méthodes d'ingénierie qu'on connaît dans l'industrie, on peut les déterminer. Les performances, c'est le client. Parce que quand vous parlez au client, il parle en termes de performance. Mais le besoin d'innovation, c'est extrêmement difficile à faire. Mais les Japonais ont développé, Toyota par exemple, ou autres, ils ont développé des méthodologies comme des focus group avec ce qu'on appelle les lead users, des choses, mais pour aller chercher quelques fonctionnalités d'innovation. Et ce qui fait que quand vous avez une Toyota, vous développez la nouvelle version de Toyota. Vous avez quelques fonctionnalités nouvelles, mais vous n'avez pas tout un concept complètement révolutionnaire. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on demande. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est quelque chose de complètement révolutionnaire. Quand vous amenez Facebook, quand vous amenez Uber, c'est quelque chose qui n'a jamais existé et qui est complètement une nouvelle catégorie. Ce qui fait que le nouveau produit qu'on cherche, ce sont des produits que vous avez toujours quelques fonctionnalités de base, quelques fonctionnalités de performance, mais la majorité de ce qu'on cherche, ce sont des fonctionnalités d'innovation. Et ça, aujourd'hui, avec les méthodes classiques, on ne sait pas comment les trouver. Et si vous ne savez pas comment les trouver, vous ne pouvez pas développer dans cette ère nouvelle du 0-1 innovation. Ce qui fait qu'on a besoin d'autres méthodes, d'autres approches, d'autres manières de faire. Et c'est ce qui explique le design thinking. Alors, quand vous avez un problème, vous voulez développer quelque chose, c'est généralement du brouillard, c'est du flou. Okay, n'importe quel problème, même vos problèmes personnels sont comme ça. Quand vous avez un problème personnel, c'est toujours généralement des flous, énormément de paramètres, c'est assez contradictoire, vous êtes mal à l'aise et vous ne savez pas quoi faire. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une idée et vous allez la réaliser. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il faut juste que je sorte de cet état psychologique. Alors ça ne marche pas, on l'a démontré. Maintenant, on va dans une logique complètement différente. L'idée, c'est de rester dans ce flou-là. Et de commencer premièrement par chercher le maximum d'opportunités possibles. Ce n'est pas une idée, c'est une centaine d'idées. Et d'aller dans un process de validation de l'opportunité qui va être itératif. Parce qu'au début, quand vous commencez, c'est le moment dans le process où vous avez le minimum d'informations. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'aller dans un process d'apprentissage. Vous prenez votre idée, vous allez, pas votre idée, plusieurs idées, il faut rester, générer plusieurs idées, prendre ces idées, aller dans une logique de validation, et quand vous validez, vous allez trouver quelle est bonne ou quelle est mauvaise, généralement vous allez trouver quelle est mauvaise, vous revenez, vous améliorez et vous faites un process de va-et-vient jusqu'à valider votre idée. Et quand vous validez votre idée, vous allez maintenant la faire dans un process beaucoup plus classique, beaucoup plus linéaire qu'on connaît. Donc, si je reprends d'une certaine manière ce process-là, je peux vous dire que la logique, elle est basée sur la valeur et sur 3 dimensions. La première, c'est de chercher, d'identifier la valeur. Et la valeur, c'est chez le client. La deuxième, c'est de produire la valeur. Et ça, c'est les solutions technologiques que vous utilisez. La troisième chose, c'est la capture. Comment vous pouvez capturer pour vous ce que vous allez créer. Alors, dans le langage de design thinking, ça, on appelle l'identification de la valeur, la désirabilité. La production, c'est une chose que vous connaissez, qui est la faisabilité. Et la capture, c'est la viabilité. Et donc, il faut aller dans ces 3 dimensions-là. Et donc, pour comprendre le process du design thinking, la première chose que vous faites, c'est de commencer par générer une opportunité. Quand je dis générer une opportunité, c'est une idée que vous avez dans votre tête, d'une solution technologique, une idée d'une valeur chez le client, d'un besoin chez le client, ou une idée que vous allez capturer pour vous de meilleur que votre compétiteur. Et donc, ce qui fait qu'on se trouve dans une logique ici qui est holistique. On est dans les 3 dimensions. On ne raisonne pas. Vous devez comprendre que la majorité d'entre nous pense en une seule dimension, pense technologie,
quand vous travaillez dans votre projet, les gens qui ont fait des projets, la première chose auquel vous pensez, je vais faire ceci, cela, une solution. C'est très rare, on prend que des hypothèses, que si je fais ça, ben, les clients vont aimer, et moi je vais gagner de l'argent. Mais vous ne vérifiez pas, vous ne savez pas. Et donc l'idée ici, c'est aller dans les trois dimensions. Bien sûr, vous allez commencer quelque part, mais l'idée c'est de générer le maximum d'idées et d'aller dans un autre, dans une loupe, dans une itération, dans les trois dimensions de vérification, ce qu'on appelle expérimentation du client. Parce que de quelle manière je peux vérifier que mon idée est bonne? Il n'y a aucune manière que d'aller vérifier avec le client. C'est le seul qui peut vous dire, lui, il ne peut pas dire, il ne peut pas vous dire, oui, cette solution, elle n'est pas bonne, elle est bonne. C'est pour ça que je vous dis, ne pas vérifier, ne pas demander au client, mais plutôt aller dans l'expérimentation du client. Et donc ça, c'est complètement différent. Et lorsqu'on valide l'idée, par la suite, on va dans un process plus classique de engineering design, on va aller développer notre produit suivant les méthodes classiques que j'ai présentées tout à l'heure. Et donc il y a un process, il y a une manière un peu holistique dans les trois dimensions où il faut aller. Alors ce que je vais faire dans les transparents à venir, c'est que je vais expliquer ces trois paramètres. Je vais expliquer ce que c'est que l'opportunité, comment généralement on valide, et la troisième chose, j'explique le process classique que probablement vous connaissez. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une opportunité? Maintenant, vous comprenez ce que c'est qu'une opportunité. Une opportunité, c'est une hypothèse, c'est une idée que vous avez dans votre tête, qui concerne comment trouver la valeur, comment produire la valeur et comment capturer la valeur. C'est une hypothèse, une idée que vous avez dans ces trois dimensions, ici, et chaque fois que vous avez ça c'est une opportunité. Est-ce qu'elle est valide? On ne sait pas, mais c'est une opportunité. Alors, pour comprendre encore l'opportunité, j'ai fait un diagramme que j'ai appelé le diagramme d'opportunité qui permet de mieux comprendre ce que c'est qu'une opportunité. Si vous regardez un peu l'histoire humaine, vous allez voir que Dieu a créé l'univers d'une manière imbriquée. Et nous-mêmes, humains, on sait créer un système qui est imbriqué. Aujourd'hui, on est des étudiants, on est des professeurs dans une faculté de sciences. Faculté des sciences qui fait partie de l'université. L'université qui fait partie du ministère. Le ministère qui fait partie du gouvernement qui est parti de l'Afrique, et ainsi de suite. Et regardez n'importe quel système, le système qu'on a créé, on a créé des systèmes. Parce que l'université, c'est un système de création de valeur. La faculté, c'est un système de création de valeur. C'est quelle valeur? C'est qu'il produit des étudiants qui sont éduqués pour aller dans l'industrie, ainsi de suite. Et donc, ce qui fait l'hôpital aussi, c'est un système de création de valeur. Et donc, ce qui fait qu'on a créé un monde imbriqué, et dans ce monde-là, on a des systèmes. Et ces systèmes-là, c'est eux qui créent de la valeur. Le problème, c'est que ce système-là, il ne va pas avec la même vitesse que les besoins humains. Parce que nous, en tant qu'humains, surtout aujourd'hui, on vit dans un monde global. On regarde tout le monde. En fait, on regarde à l'échelle internationale. Mais surtout, on a une profusion de produits. Ce qui fait que les besoins humains sont devenus beaucoup plus sophistiqués. Ils évoluent de manière beaucoup plus grande que ce que proposent les systèmes de valeur. Quand je dis le système de valeur, rappelez-vous, ministère, gouvernement, hôpital et tout ça. Et ce qui fait que ce décalage-là, ce gap-là, crée un gap d'opportunité qui entre ce que les systèmes créent et ce que l'humain attend pour ces besoins-là, comme je dis, qui est devenu plus sophistiqué. Mais l'opportunité vient du fait aussi que maintenant, avec le développement technologique, le développement technologique, lui, il est exponentiel. On a tellement de choses qui se créent. Et donc, il y a une opportunité que vous puissiez trouver des solutions technologiques pour aller diminuer ce gap-là. Si vous faites ça, c'est que vous avez trouvé une opportunité. Et plus vous diminuez ce gap-là, plus les clients, il est content, plus il est prêt à payer. Et quand il paye, c'est que vous pouvez capturer. Et donc ça, c'est globalement le mécanisme de ce que c'est une opportunité et pourquoi on a une opportunité. Une fois que vous avez déterminé votre opportunité, qui peut être dans les trois dimensions, maintenant il faut aller dans la validation. Et comment on valide? Parce qu'une des choses, c'est comment je valide. J'ai une idée. Mais comment je valide que mon idée, elle est bonne? La seule manière de le faire, c'est d'aller dans ces trois dimensions. C'est d'amener votre idée, de voir la désirabilité, la viabilité, et d'aller dans une loupe où vous vérifiez avec le client. Alors, mathématiquement, et je sais que vous aimez les maths,
on peut écrire ça comme une équation. La viabilité, c'est une fonction de la désirabilité et de la faisabilité. Okay? Et quand vous aimez encore plus l'optimisation, il y a un problème d'optimisation, de viabilité. Si on peut avoir le maximum ici de viabilité et que vous avez un produit complètement nouveau, c'est que vous avez innové. Et là, on voit que l'innovation, c'est un sous-produit, byproduct, du design. Si vous appliquez ce raisonnement de design, l'innovation devient un produit que vous pouvez obtenir suivant